Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'été sous la véranda, 28 minutes, et en très bonne compagnie avec la belle équipe autour de la table. Bonsoir à vous, chers amis. Bonsoir, monsieur. Et l'actualité du jour, ce sont bien sûr les incendies qui ravagent les Landes et la Gironde. Les feux ne sont toujours pas fixés et les autorités paraissent impuissantes. Et le nombre d'hectares qui ont été brûlés, la superficie brûlée, c'est 116 085 hectares. Évidemment, la saison est loin d'être terminée. On s'attend évidemment à ce que le reste de la saison soit très compliqué. Alors comment anticiper ces phénomènes qui risquent de se reproduire de plus en plus souvent dans les prochaines années? Ces incendies vont-ils nous obliger à vivre différemment et habiter la France autrement? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouvons ceux qui parcourent les routes de France pour leur atelier Comment écrire une bonne chronique, à savoir Marjorie Adelson et Théophile Cossa. Au programme ce soir, Marjorie. Eh bien, comment faire du tourisme autrement grâce aux grands-mères locales, de la nonna italienne à la mamie japonaise? C'est une tendance qui cartonne chez les jeunes et ça s'appelle le grandma tourisme. On a hâte en tout cas. Et vous, Théophile? Je vous emmène en République démocratique du Congo, dans un coin super perdu où des scientifiques viennent de découvrir une nouvelle espèce de singe. Et ça, en 2026, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Découvrir des nouvelles espèces, je vous raconte comment ça marche. Voilà, on vous retrouve tout à l'heure, bien sûr. Car avant ça, une question. Avez-vous déjà ressenti le petit malaise de la blague ratée? C'est une vraie gêne, faut le dire. L'humour, c'est tout un art. Et David Fonkinos en sait quelque chose. Son dernier livre, Je suis drôle, dresse le portrait d'un homme qui se croyait comique avant que la vie ne lui réserve un autre destin. Monsieur et Madame Fonkinos ont un fils, il s'appelle David, bien sûr. Et il est notre invité tout de suite, dans 28 minutes. Bonsoir David Fonkinos. Bonsoir. Alors, vous êtes écrivain, réalisateur. Votre dernier livre, Je suis drôle, est paru chez Gallimard. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Hélène Roussel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gilles Vonest. Bonsoir. Alors David Fonkinos, Je suis drôle. Forcément, cette question, on a dû vous la poser énormément de fois. Vous êtes drôle ou pas? Ah, j'ai cru que vous alliez me dire, c'est étonnant d'appeler un livre Je suis drôle alors que vous êtes sinistre. Non, pas du tout, je ne me serais pas permis. Mais peut-être. Vous allez voir, restez avec nous pendant les prochaines minutes et vous allez en juger par vous-même. Et vous savez vendre une émission, en effet. Voilà. Non, mais vous êtes drôle ou pas, vous, David Fonkinos? En tout cas, j'aime beaucoup l'humour dans mes films, dans mes pièces de théâtre, dans mes romans. Mais la plupart de mes livres, oui, j'espère qu'il y a un peu d'humour. Et dans celui-ci, l'humour est vraiment au cœur du livre. Voilà, l'humour est au cœur du livre, mais ça va un peu plus loin que ça, en fait. Véritablement, on parle du destin d'un homme qui a mis l'humour au cœur de sa vie. On voit ça dans un instant et on va comprendre pourquoi vous êtes vraiment parfait pour nous parler de l'humour. Vous avez le profil idéal pour cela et Olivier Boucreux vous explique pourquoi. David Fonkinos, vous êtes l'un des romanciers les plus lus, une vingtaine de romans et des êtres cabossés qui cherchent une seconde chance. Dans Je suis drôle, un jeune homme se trouve drôle pour trouver de la lumière jusque dans les bides. Ouais. Vous avez le profil idéal. Années 70, ville juif, milieu modeste, mère employée chez Air France qui vous ouvre les portes de la Californie. Ce contraste vous donnera l'énergie du grand écart. À 16 ans, une infection de la plèvre vous conduit à l'hôpital et au bout du tunnel, vous en revenez autre avec une cicatrice et une boulimie de lecture. Ma vie d'écrivain est clairement née de cette épreuve. D'une certaine manière, elle a déverrouillé ma sensibilité. Vous tentez le jazz, la guitare, la peinture et le métier de serveur. Après plusieurs refus, Gallimard publie votre premier roman en 2002, Inversion de l'idiotie, récompensé par le prix François Mauriac. Vous y faites même apparaître Milan Kundera que vous rencontrerez plus tard au comité de lecture. Vos débuts carburent à l'absurde et aux titres décalés comme Le potentiel érotique de ma femme ou Qui se souvient de David Fonkinos. Vous aussi, David, vous êtes drôle. Pardon, je vous ai coupé. Non, mais je Mon livre est bienveillant. En fait, on est là pour vous écouter en même temps, donc c'est normal. Non, les gens sont venus vous voir. Et ils sont très heureux. Comment allez-vous en ce moment? La délicatesse et sa jeune veuve qui réapprend à aimer vous révèlent. Charlotte et sa peintre allemande assassinée à Auschwitz vous vaut le Renaudot. Souvent, vos personnages perdent un amour, une place ou une certitude. Avec votre frère Stéphane, directeur de casting, vous réalisez l'adaptation de votre propre délicatesse, mais aussi Jalouse et Les Fantasmes. Ce qui est difficile dans le cinéma, c'est le temps narratif. C'est-à-dire qu'il faut comprendre très vite. Et il faut comprendre avec des images. Je suis drôle, suis Gustave Bonsoir, persuadé que l'humour l'aidera à réparer une enfance fracassée. Drôle à l'école, moins sur scène, il enchaîne petit boulot et silence gêné. Son chemin croise un musée de la tristesse, sponsorisé par Kleenex. Le rire, autre versant des larmes. Peut-être que c'est une forme de pudeur, vous avez raison. C'est peut-être une angoisse à l'idée d'ennuyer les gens. C'est peut-être une politesse du désespoir. Souvent, chez vous, derrière la fantaisie, se cache la mélancolie.
C'est un beau portrait. Hein. Bah écoutez, on espère, tant mieux, on lui dira. Je me suis enfin compris. Ça y est, tant mieux, voilà. David Fonkino, je suis drôle, donc ça raconte en effet, Olivier Boucreux en parlait, l'histoire donc de Gustave. Et Gustave, quand il est petit, un jour il va faire tomber une cuillère. La manière dont il va la ramasser, ça va faire rire sa famille. Et là, il va comprendre qu'il est drôle. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, en fait, véritablement ? Exactement. Alors, au début du livre, en quelques pages, on voit qu'il a une enfance assez douloureuse, difficile. Et puis, il est adopté par un couple. Et puis, à un moment donné, il fait rire ses parents adoptifs. Et il a le sentiment que faire rire son entourage, c'est exister, c'est sentir comme une dose d'amour, d'infiltration comme ça, de l'amour ou de la tendresse sur lui. Et il va commencer à rentrer dans une forme d'obsession totale. Il doit être drôle à tout prix. Et donc plus tard, vers 19-20 ans, il va se lancer dans le stand-up. Et il va se rendre compte, parce qu'il faisait rire un peu tout le monde au lycée, dans la famille, c'était le comique de la famille. Il va se rendre compte qu'à part lui, il ne fait pas rire grand monde. Mais il va continuer, coûte que coûte, à croire en son destin. Et on va voir à la fin que d'une certaine manière, il avait peut-être raison d'y croire. Voilà, un chemin, en tout cas. Quand il monte sur scène la première fois, c'est effectivement un four, comme on dit. Il passe derrière une comédienne qui est brillante, qui fait rire toute la salle. Pourquoi ce bide fait-il si mal à votre personnage ? Alors, ce qui est génial avec l'humour, c'est qu'il y a une validation immédiate. On voit tout de suite si on fait rire ou si on ne fait pas rire. Et le point de départ de mon livre, c'est que j'avais lu un article en disant à quel point, comme ça, il y a l'essor des comédie clubs. Tout le monde a envie d'être drôle en ce moment. Beaucoup de gens montent sur scène. Et c'est vrai que je suis allé dans beaucoup de comédie clubs pour préparer ce livre. Et donc, les patrons m'ont raconté. Puis j'ai vu aussi, c'est absolument désespérant quand voilà, on rit par politesse, on est parfois gêné par certaines prestations. Alors, mon pauvre Gustave, c'est vrai qu'il n'a pas de chance, vous venez de le dire. Il passe après une comique, mais hilarante. D'une manière générale, vaut mieux toujours dans la vie passer après quelqu'un de médiocre, que ça soit dans les rencontres professionnelles, dans la vie amoureuse. Et là, voilà, lui, c'est vrai que c'est assez difficile, mais malgré ses échecs, et c'est aussi un livre sur le destin et sur l'idée de croire en soi, il va continuer comme ça à être persuadé qu'il a une vocation pour le rire. Ouais, alors, qu'est-ce qui vous a motivé vous-même à écrire ce livre ? Parce que vous en parliez tout à l'heure un petit peu. On le voit quand même au fil de votre œuvre et même, je dirais, au fil de votre vie, il y a comme une obsession, je dirais, de l'humour. Je me suis rendu compte, souvent je me rends compte, après avoir écrit de la part personnelle de mes livres, et c'est vrai que moi, mes premiers romans étaient uniquement centrés autour de l'humour. D'ailleurs, c'était complètement loufoque, absurde, je vous les déconseille totalement. Vous ne voulez pas d'ailleurs les rééditer en poche ? Non, je ne veux pas qu'ils soient en poche, mais j'avais le sentiment que si les gens ne riaient pas, ou si on n'était pas dans l'humour, on allait forcément s'ennuyer, ou alors, voilà, il y avait une sorte de pudeur aussi d'une certaine manière. On parle de l'humour comme la politesse du désespoir. C'est une façon aussi de pas encombrer l'autre finalement de ses propres fêlures ou de ses incertitudes. Et puis j'ai mis des années, un peu comme Gustave finalement, à aller chercher la part plus mélancolique, la part plus intime de ce que je pouvais avoir en moi, pour écrire des livres peut-être un peu plus personnels, mais je me sens très très proche de ce personnage à la fois totalement pathétique parce qu'il enchaîne les échecs et c'est très difficile, et en même temps il a une vraie douceur, en tout cas, il a une persistance. Ouais. Il y a une bascule d'ailleurs dans le livre, un petit peu comme vous avec vos livres, finalement, la délicatesse ou Charlotte, on est dans quelque chose de plus grave, et là votre personnage, il va finalement trouver le succès dans la tristesse, dans ce musée de la tristesse. Oui, alors c'est vrai qu'il va enchaîner tellement d'étapes catastrophiques. Alors il y a une femme comme ça, et c'est vrai que c'est un livre sur le destin, on fait tous une ou deux rencontres déterminantes dans la vie. Il y a une femme qui va le voir sur scène, elle va lui dire vraiment, toi, t'es vraiment pas drôle, mais je sens qu'il y a quelque chose en toi. Et c'est vrai qu'elle va se battre, c'est une agent voilà, qui a une 60aine d'années, qui fume clope sur clope, qui est un peu à l'ancienne. Et vraiment, elle va croire en lui, peut-être même que davantage que lui-même peut croire en lui. Et c'est vrai qu'elle va le mettre sur la voie de son destin, qui va basculer avec ce musée de la tristesse. On voit dans le sujet, oui, c'est un musée qui est sponsorisé par Kleenex. C'est un musée voilà, où on traverse comme ça toutes les œuvres de désespoir, des tableaux tristes, des œuvres tristes, des films, des chansons, qui fait que on doit finalement pleurer avant la fin de ce parcours. Et c'est vrai que mon personnage, d'une certaine manière, va se révéler par la tristesse. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des comédie clubs, et on est dans une société, c'est vrai, où on voit beaucoup d'humoristes partout. Et on va voir ça avec vous, Julia, puisque dans votre livre, Je suis drôle, vous écrivez, David Fonkino, que les réseaux sociaux sont une scène permanente. Et Julia, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux sont devenus un passage obligé pour les humoristes. Oui, il y a comme un changement de paradigme. En fait, beaucoup d'humoristes de la nouvelle génération se font connaître non pas dans un comédie club, mais sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok deviennent un vrai terrain de jeu à coups de réels décapants. Exemple avec, par exemple, Guillaume Guisset, que j'ai choisi. J'aime beaucoup son humour très satirique, qui vise, vous allez voir, les Parisiens et les parents.
J'ai fait une sortie à 4h30, faut que je le mette sur Strava. Bon alors, cette prépa marathon? Objectif, moins de 4 heures. L'important, c'est pas de participer? Non, l'important c'est de finir avant les aveugles et les types en fauteuil. Tu sais, le marathon de Paris, c'est hyper accessible. Hein. Le dossard m'a coûté que 150 €. J'ai acheté la nouvelle Garmin, c'est celle avec 60 heures d'autonomie. C'est vraiment parfait pour s'entraîner en forêt. Tu cours sur les quais de Seine. Mais quel est le rapport? En fait, c'est la nouvelle stratégie pour ceux qui veulent se faire connaître, avoir une cible sociologique précise, en faire sa marque de fabrique, tester les blagues auprès de ses followers, avant d'en faire pour ceux qui réussissent, comme Guillaume Guisset, de véritables scènes de one-man show. Les réseaux sociaux sont devenus vraiment incontournables, même pour les humoristes stars, ceux qui sont déjà installés et qui utilisent les réseaux sociaux pour faire leurs promos. En fait, ils découpent leur spectacle en clips verticaux compatibles avec les smartphones, durée entre 30 et 60 secondes, centré sur une seule blague. Exemple, Redouane Bouguera qui publie sur Instagram ses impros avec le public. Alors qu'on le voit, hein, il y a une sorte maintenant de formatage de l'humour. Maintenant, il faut faire rire en 30 secondes. Je vous pose la question. Oui, complètement. D'ailleurs, moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi il y avait une telle comme ça excitation générale. C'est vraiment le nouvel Eldorado. Je dis dans mon roman qu'il y a 10 ans, tout le monde voulait être pâtissier, voulait faire des éclairs au chocolat. Il y a 20 ans, c'était le chanteur ou voilà simplement célèbre. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a comme ça une excitation générale. Et vous avez totalement raison, lié aux réseaux sociaux. Moi, je vois avec ma fille, elle est adolescente, elle regarde plein de vidéos drôles comme ça, des shorts. Puisque c'est finalement la manière la plus rapide de capter l'attention des personnes, voilà, sur Internet. Et puis après, avec ses copines, elle fait des vidéos drôles. Et elle-même, je trouve qu'elle développe un humour incroyable. Donc c'est vrai que c'est totalement lié à cette génération. Ça, c'est le côté positif. Il y a peut-être le côté un peu négatif. Vous avez des mots assez forts. Vous parlez, je crois, de la soumission à la dictature du rire ou de l'humour. Oui, alors après, c'est vrai que tout se dilue. C'est-à-dire que si on est tout le temps dans cette façon comme ça d'essayer de capter l'attention la plus rapide, on manque de ce qui est essentiel dans notre société actuelle. C'est peut-être la lenteur, la profondeur, le temps de l'introspection. Donc l'un n'est pas compatible avec l'autre. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a comme ça une sorte d'excitation de la vitesse de capter une émotion chez l'autre. Une excitation de la vitesse, mais peut-être que l'humour aussi vient à un moment se mettre sur une plaie, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que pour l'époque est tellement anxiogène que beaucoup de gens ont besoin de rire, de sourire. Et d'ailleurs, je parle, oui, dans mon livre, je parle parce que je parlais des jeunes avec l'essor comme ça de la nouvelle génération, mais en fait, il y a des comédie clubs seniors qui s'ouvrent. Dans les EHPAD, maintenant, il y a plein de comiques qui viennent. On parle du yoga du rire. Je parle comme ça de toute cette, dans mon livre, de tout ce bienfait, cette nécessité du rire qui prend une très très grande ampleur. Il y a des études qui disent voilà, que ça réduit les maladies cardiovasculaires. Effectivement, alors notre époque est clairement difficile et anxiogène, on a besoin de cette légèreté-là, mais on se rend compte aussi qu'il y a une dynamique générale qui va vers le bien-être, vers l'épanouissement. Je raconte dans mon livre quelqu'un qui a 40 ans, change de vie, puis décide de monter sur scène. On voit partout autour de nous des gens comme ça qui changent de trajectoire, qui vont vers ces métiers du divertissement. Et c'est vrai que je raconte aussi que mon jeune héros, ses parents sont très inquiets de voir que voilà, il s'engage dans une carrière artistique totalement instable et avec une concurrence phénoménale actuellement. Sortir du lot, comme vous avez montré avec cet artiste, c'est difficile. Et David Fonkino, c'est un spectacle un jour justement ? Alors non, j'ai fait des pièces, des films, j'adore écrire, j'ai la sensation d'être dans une salle et entendre des répliques et de faire rire, je la connais un petit peu et j'adore ça, mais alors je serais incapable de monter sur scène. C'est pas prévu. C'est pas prévu, pas Mon encore. but c'est de présenter 28 minutes. Peut-être, vous allez le faire, voilà, je vous promets. En tout cas, en attendant, vous pouvez lire Je suis drôle, donc écrit votre dernier livre, David Fonkinos, publié chez Gallimard. Merci beaucoup d'être passé par 28 minutes ce soir. Allez, passons maintenant à notre débat. L'effroi et l'impuissance, la violence des incendies en Gironde et dans les Landes tétanisent depuis près d'une semaine. Des communes avalées par les flammes, des réfugiés par milliers, des pompiers épuisés face à un ennemi qui refuse de s'éteindre et toute une région connue pour sa douceur qui n'est plus que douleur. Malgré l'expertise des soldats du feu français, pourquoi n'avons-nous pas anticipé cette catastrophe ? Faut-il repenser l'aménagement du territoire face à ces incendies qui pourraient se multiplier ? Faut-il habiter la France autrement ? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Cellule de crise ce matin. Autour du président, plusieurs ministres. À l'ordre du jour, les feux qui ravagent une partie du pays depuis quelques jours. C'est un feu qui est compliqué évidemment
à maîtriser, très compliqué à maîtriser. On est confronté en Gironde à un phénomène qui est totalement inédit. Une réunion d'urgence à Paris après un week-end cauchemardesque pour de nombreux Français, notamment dans le sud-ouest. Sur ces images captées par un drone, la commune du Porge a des allures de zone de guerre. Plus de 180 maisons ont été consumées par les feux. Les habitants peinent à s'en remettre. On est nouveaux résidents depuis le 2 juin. Donc on voulait quand même venir voir. Je suis désolée. Ce sont 220 000 personnes qui ont été évacuées sur l'ensemble du territoire, comme ce père de famille. J'habite à Mérignac et on a reçu une alerte vers 2h38 du matin. Du coup, on est sorti de la maison avec les enfants et ma femme, tout ça, on a suivi les consignes, quoi. Plus de 40 000 hectares ont été ravagés. À cette heure, les feux ne sont toujours pas encore complètement fixés et la polémique non plus. Alors que 7 Canadair sur les 12 que possède la France ont été mobilisés, certains élus s'interrogent sur la gestion des secours, estimant que ceux-ci ne sont pas adaptés à ce que l'on appelle désormais les méga-feux. Depuis plusieurs jours, certains spécialistes pointent aussi du doigt l'impréparation de la France face à une menace qui risque de s'aggraver. On est les champions du monde pour arrêter un feu dès qu'il démarre. Par contre, en tant qu'architecte ou urbaniste, on n'a fait aucun progrès sur la protection de nos villes face aux incendies. Alors, faut-il reconstruire et comment ? Les zones sinistrées risquent-elles d'être prochainement à nouveau les victimes de nouveaux feux ? L'urbanisation du pays doit-elle être repensée ? Faut-il habiter la France différemment ? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Pauline Villain-Carlotti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe, spécialiste de la gestion sociale de l'environnement. Votre livre, L'épreuve du feu, habiter autrement la terre, est paru en juin aux éditions Flammarion. Selon vous, la lutte contre le feu ne peut plus se limiter aux massifs forestiers. Elle impose de limiter l'étalement urbain et, dites-vous, de repenser collectivement l'aménagement des lisières de forêt. À vos côtés, Nabil Wakim, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous animez depuis 2022 le podcast Chaleur humaine pour le journal Le Monde. Votre livre Chaleur humaine, 24 réponses à la menace climatique a été édité en poche aux éditions Point. Et selon vous, ces incendies reflets du dérèglement climatique exigent de remettre en question notre dépendance aux énergies fossiles. Il faut aussi avoir le courage d'admettre que certains lieux, dites-vous, ne sont plus habitables. Et puis, Franck Lierzin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur. Votre livre, alors Habiter un monde qui brûle, est paru aux éditions de l'Aube. Selon vous, il faut accélérer sur le débroussaillage. La cause profonde de ces phénomènes est l'urbanisation des zones à risque. Forêts et villes doivent être mieux séparés. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et les mots du jour. Les mots, feu convectif et pyrocumulonimbus, des mots réservés jusqu'ici aux spécialistes qui ont intégré le langage courant ces derniers jours, jusque dans la bouche du ministre de l'Intérieur. Alors le pyrocumulonimbus, c'est un nuage provoqué par ce feu convectif, un feu qui s'auto-alimente. Pauline Villain-Carlotti, est-ce que c'est la même chose que les méga-feux dont on a parlé en 2022, toujours en Gironde ? Alors les méga-feux, c'est un terme qui a émergé, on va dire, dans le débat plutôt médiatique à partir des années 2018-2020, qui est utilisé de manière pas homogène par la communauté scientifique, parce que méga-feu, c'est un grand feu, et qui pose la question des seuils qui ne sont toujours pas fixés par consensus scientifique. Certains parlent de 10 000 hectares, d'autres de 2 000 hectares. Il y a une grande variabilité territoriale. C'est un terme que certains scientifiques dont je fais partie préfèrent réserver au langage médiatique puisqu'il n'est pas stabilisé. Et c'est pas la même chose qu'un feu convectif. Un feu convectif, c'est un comportement particulier d'incendie. Typiquement, on avait deux comportements classiques, le feu topographique qui est guidé par le relief et le feu guidé par le vent qui dépend donc de la météo. Le feu convectif, c'est un feu qui s'autonomise avec sa propre météo et qui devient donc ingouvernable pour les services de lutte. C'est bien compris. Nabil Wakim, où en est-on ce soir à peu près ? Est-ce qu'on sait justement sur la situation ? Alors, la première chose qu'il faut garder en tête, c'est l'ampleur de ce feu, c'est-à-dire plus de 40 000 hectares brûlés. C'est presque un des feux les plus importants qu'on ait jamais vu en France. 40 000 hectares, on ne se rend pas compte, mais la ville de Paris intramuros, c'est 10 000 hectares. Donc, c'est 4 fois Paris qui est parti en fumée. Donc, il faut se rendre compte de l'ampleur de ce que c'est. C'est hallucinant. C'est vraiment plus important même que les incendies qui avaient eu lieu en Gironde en 2022. Et à l'heure où nous parlons, le feu n'est pas stabilisé. Il continue d'évoluer. Il y a eu un peu de répit parce que les températures sont un peu redescendues. Malheureusement, à partir de mardi, mercredi
mercredi, les températures vont remonter, en particulier dans le sud-ouest, et ça va créer des conditions de combat contre le feu qui risquent d'être encore plus difficiles pour les pompiers. Voilà, fixé, pas totalement fixé, mais stabilisé. Voilà, ce sont les termes, hein, en tout cas employés par les préfets, l'administration et les pompiers. Je vous propose de regarder d'autres chiffres, hein, toujours aussi effrayants. On est là sur 115 000 hectares parcourus depuis le début de l'année. C'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui l'annonce. Entre 30 et 40 départs de feu chaque jour. Franck Lerzin, est-ce que c'est la simultanéité de ces foyers qui crée aussi la rupture là, de l'été ? Le changement climatique, les épisodes qu'on a connus précédemment, les canicules, la sécheresse, évidemment, ça amplifie le risque. Il y a une combustible qui est beaucoup plus fort, donc il y a un risque plus important de propagation, d'amplification de ces feux. Après, 90% des feux sont d'origine humaine, donc c'est aussi la proximité des forêts, des habitats qui peut être la cause de ces feux. Donc ce qu'on observe aujourd'hui, c'est la multiplication en Gironde, mais aussi en Corse, aussi dans le Var, de ces feux. Et donc le changement climatique va aggraver la vulnérabilité et amplifier ces phénomènes, ces méga-feux qu'on observe aujourd'hui. On va retourner, si vous voulez bien, au Porge, dans cette commune située au nord du bassin d'Arcachon, qui a été en grande partie détruite. Plus de 20% de la commune est détruite. Il y a 183 maisons carbonisées. Je vous propose de regarder cet habitant qui dit toute sa désolation. Nous étions samedi dernier. Ah mais c'est l'enfer. Vous n'étiez pas là hier. Hier, à 15h, il faisait nuit. Tellement il y avait de fumée. Hier soir, la maison était encore là. Hein. C'est dans la nuit qu'elle a brûlé. Toutes les maisons ont brûlé dans la nuit. Hier, toutes les maisons du bassin d'Arcachon étaient là. C'est parce que tous les pompiers sont partis dans la journée. Les vents ont tourné et on n'avait plus personne pour protéger les maisons. Je vois plus rien, là. Je vois plus rien. Je vois de la désolation. Je vois la maison de mes ancêtres. Ma grand-mère est née dans la maison. Il n'y a plus rien. On entend cet habitant dire que les pompiers étaient partis lorsque le vent a tourné, ce sentiment d'abandon qu'on a pas mal entendu ces derniers jours. Pauline Villain-Carlotti, est-ce qu'il y a eu un manque de moyens, comme on peut l'entendre dans les critiques ? Alors, pour le manque de moyens, c'est pas... comment dire ? Vous avez parlé tout à l'heure de la simultanéité des feux. Ça a toujours été le problème des pompiers et l'angoisse de la saturation du capacitaire. Là, en plus, on est dans une configuration où c'est plus seulement à l'échelle zonale méditerranéenne que le capacitaire risque d'exploser, mais c'est à l'échelle nationale. On a des feux absolument partout qui se déclenchent depuis le début de la saison, qui remontent vers le nord. On a eu des feux à Fontainebleau, en Bretagne. Donc les pompiers sont dans un jeu de solidarité quand ils peuvent, mais avec l'envoi de colonnes de renfort dans tous les sens pour essayer de faire ce qu'ils peuvent. Et de toute façon, le capacitaire ne suffira pas s'il n'y a pas une prise en compte de l'aménagement du territoire. Mais là, ce qui est sûr, c'est que ce feu, on en a parlé, c'est un feu convectif, donc il crée son propre vent. Et ça veut dire qu'il peut changer à tout moment de direction. Il très devient difficile à combattre. Très difficile à combattre et très difficile à prédire. Donc les feux, les pompiers peuvent avoir quitté la zone pour aller défendre d'autres points sensibles. Et il revient. Il est imprévisible. Et c'est ce qui rend sa gestion impossible pour les forces de secours pour sur faire place. face à ces feux, la solidarité européenne a été enclenchée. Les différents pays qui envoient des hommes ou des avions. Mais on est dans le même temps dans des feux en fait qui touchent plusieurs pays. Il n'y a pas que la France, il y a également l'Espagne et l'Italie. Est-ce que donc c'est tenable dans le temps ? Ça fait partie des enjeux qui sont liés au changement climatique, c'est-à-dire on sait que le réchauffement climatique, il nous conduit à avoir des feux qui sont plus intenses, comme on vient de le dire, plus réguliers et aussi sur des saisons qui sont plus longues et qui peuvent toucher plusieurs endroits en même temps. Et donc on se retrouve là face un peu à nous-mêmes et à notre absence de préparation, non pas spécifiquement sur le nombre de canadaires qu'on aurait ou le nombre de pompiers à disposition, mais plus globalement à l'échelle européenne sur notre manque de préparation face aux effets du changement climatique, les canicules, les sécheresses, les incendies de ce type-là, où en fait, évidemment, ils peuvent se produire et ils vont se produire dans les années qui viennent de manière beaucoup plus récurrente et sur des territoires beaucoup plus importants de manière simultanée. Les incendies qui ont lieu ces jours-ci en Espagne sont des incendies massifs qui menacent la région de Madrid. Ce qu'on a, nous, en France, et c'est une saison d'incendie qui est très importante, et on est simplement fin juillet. Il faut considérer que, même s'il peut y avoir des critiques parfois sur l'organisation des pompiers qu'on peut entendre, mais les pompiers, ils sont déjà épuisés. On est fin juillet, il y a déjà eu 3 morts, il faut quand même le dire, chez les pompiers. Heureusement, il n'y a pas de victimes civiles à déplorer, mais il faut souhaiter que ce soit le cas pendant la suite de la saison. Ce que je veux dire, c'est qu'on est rentré ces dernières années dans une phase du changement climatique que les scientifiques nous annonçaient depuis longtemps, mais dans laquelle, il faut comprendre que les événements climatiques extrêmes, canicules, sécheresses, incendies de taille très importante, en fait,
ça va devenir aussi la norme et pas l'extraordinaire. Et donc, c'est à ça qu'il faut se préparer, pas à des événements exceptionnels, mais à des événements récurrents qui sont dangereux pour notre sécurité et notre santé. Récurrent, on parlait justement de cette même forêt tout à l'heure avec 2022, cet incendie à la dune du Pilat, en effet, qui avait déjà attaqué cette forêt de Gironde et des Landes. Mais pourquoi cette forêt, Pauline Villain-Carlotti, est-elle particulièrement fragile? Pourquoi est-ce qu'elle brûle aussi violemment, celle des Landes, celle de Gironde? Alors, parce que avant d'être une forêt, c'est une plantation de pins, donc une forêt monospécifique avec une seule essence, ce qui la rend particulièrement homogène. Le pin, c'est une essence très inflammable. Donc, pour les incendies, ça va favoriser la propagation des incendies. Et cette forêt, comme elle est exploitée pour l'activité sylvicole, elle est généralement plantée au même moment, elle atteint sa maturité à la même période, et donc on a un continuum de combustible sur de très grandes superficies. Donc ça fait un effet domino. Quand un pin s'embrase, il va se propager sans avoir aucune rupture de combustible à perte de vue, ce qui fait qu'on a 42 000 hectares aujourd'hui, en 2022, on avait eu aussi de très grandes superficies incendiées, parce que justement, il n'y a pas de rupture de combustible dans ces forêts. Alors Julia, on va voir avec vous que depuis plusieurs jours, on a vu des civils tenter de débroussailler les terrains pour freiner les feux. Et il s'avère justement que le débroussaillement devant les propriétés est obligatoire. Mais alors justement, que dit la loi ? En fait, la loi dit que les propriétaires ont donc l'obligation de débroussailler leur terrain ou les abords de leurs habitations. C'est ce qui est prévu par le Code forestier. Concrètement, si vous êtes propriétaire, vous devez d'abord vérifier si vous êtes dans une zone à risque incendie, si vous êtes soumis à cette fameuse OLD, obligation légale de débroussaillement, vous rendant sur le site officiel Géorisque. Si vous êtes concerné, vous devez procéder au nettoyage de votre propriété dans un rayon de 50 mètres autour de votre maison. Si ça empiète sur le terrain mitoyen, vous devez quand même poursuivre le débroussaillement en informant votre voisin de cette obligation. Alors, débroussailler, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Eh bien, ça ne veut pas dire dénuder complètement son terrain, mais organiser la végétation autour de son logement pour éviter la propagation des feux. Première étape, élaguer les arbres ou les arbustes. Il est recommandé de le faire à l'automne ou pendant l'hiver. Et puis, deuxième étape, couper les branchages ou les herbes. Opération plutôt recommandée au printemps. Alors, attention, de ne pas débroussailler expose à des sanctions pénales et administrative, notamment une amende pouvant aller jusqu'à 50 € par mètre carré non débroussaillé. Franck Lirzin, les autorités, on l'a vu, ont lancé plusieurs fois ce message de responsabilité pour les propriétaires en disant il faut débroussailler autour de chez vous. Et en même temps, on apprend par le procureur de Bordeaux que l'origine du méga-feu de Gironde serait très probablement lié à une opération de débroussaillement d'Enedis. Est-ce que ça veut dire concrètement que le débroussaillement est une opération risquée ? Alors, face aux incendies, la meilleure lutte, c'est la prévention. Donc, c'est ce que vous dites, c'est qu'il faut travailler en amont des incendies, pendant les saisons froides ou humides. Et après, il faut éviter que l'incendie il arrive jusqu'aux habitations. Et donc, il faut débroussailler pour éviter la propagation. Il faut s'assurer que les arbres sont bien entretenus. Donc ça, c'est la première façon de lutter. Et aujourd'hui, effectivement, même si cette obligation existe, elle n'est pas toujours appliquée. Pourquoi ? Parce qu'elle peut être, elle peut être coûteuse, elle peut être contraignante, elle peut ne pas être connue. Et donc, on voit dans certaines communes, dans certains endroits, ça n'a pas été fait suffisamment. Et donc, ça va accélérer la propagation des incendies. Il n'est appliqué qu'à 30%, selon les chiffres. Seulement 30% aujourd'hui des personnes et des communes appliquent ce débroussaillement. Ça paraît assez improbable. Ça dénote une absence de culture du risque, en fait, où on a installé des fois des maisons, ce qui était vu dans le reportage, qui sont là depuis très longtemps. On se dit que finalement, on peut être épargné par le risque. Et le changement climatique nous montre que non, puisqu'en fait, on va connaître des incendies qu'on n'avait jamais connus par le passé. Donc, il faut se préparer à quelque chose de nouveau dans le sud, mais pas que. Vous montriez la carte où vous voyez que toutes les régions du sud sont concernées, mais on voit que le risque de feu de végétation, il va monter vers le nord et qu'en 2050, y compris dans les régions du Nord-Pas-de-Calais, on peut être concerné. Donc, c'est vraiment un enjeu extrêmement fort pour l'ensemble du territoire national de comprendre que le débroussaillage, c'est une priorité pour prévenir les incendies partout. Alors, on nous demande de débroussailler, on nous dit aussi qu'il ne faut pas trop tondre, qu'il faut laisser des prairies au nom de la biodiversité, laisser les arbres, etc. Comment est-ce qu'on s'y retrouve, Pauline Villain-Carlotti ?
Oui, le Conseil d'État a d'ailleurs rappelé en février dernier que la prévention des incendies ne devait pas se faire au détriment de la préservation de la biodiversité. D'accord. Donc ça met une complexité supplémentaire. Mais comme vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre présentation de la réglementation, ça n'implique pas d'avoir un terrain complètement dénudé. Donc on peut garder des îlots de végétation. C'est ce qu'on fait de plus en plus aujourd'hui. Du débroussaillage qui n'est pas un débroussaillage net, mécanique, avec plus aucune plante ni aucune espèce vivante. Donc plutôt un débroussaillage qu'on appelle alvéolaire, avec le maintien d'îlots arbustifs. Ce qu'il faut, c'est comprendre que le débroussaillage a pour principe de ne pas avoir de contact direct entre la végétation et le bâti. Donc, une fois que vous avez élégué les branchages, vous pouvez avoir un jardin qui accueille de la biodiversité. Les deux ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Donc, on peut tout à fait concilier préservation de la biodiversité et prévention des incendies de forêt. C'est complexe et ça demande de la réflexion et ça demande de penser système et pas de penser les choses en silo, mais c'est possible avec un peu de bonne volonté. C'est possible, oui, Nabil Wakim. En fait, cette histoire de débroussaillage, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle nous éclaire sur notre incapacité à se préparer aux catastrophes. Parce qu'en fait, évidemment, quand on débroussaille au mois de juillet, en fait, il y a beaucoup plus de risques qu'on fasse démarrer des incendies. Évidemment, c'est des questions qu'il faut se poser en amont. Mais on pourrait généraliser et se dire que face aux catastrophes climatiques, il faut toujours qu'on se prépare en amont. Regardez la canicule de juin et juillet, quand il fait déjà 40 degrés, c'est trop tard pour isoler les écoles et puis savoir comment on va faire pour s'organiser dans une ville. Quand les feux ont déjà commencé, c'est trop tard pour se mettre à débroussailler et protéger les bâtiments. Quand les inondations dans les Hauts-de-France ont eu lieu, en fait, c'était la même chose, c'était trop tard. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à planifier notre adaptation au changement climatique. Un territoire, il ne change pas du jour au lendemain. Les maisons qui sont en train de brûler là, on va se poser la question, on va dire, en fait, est-ce qu'il faut retourner habiter là ? Ça, c'est difficile pour les gens, bien sûr, ça a de la valeur qui n'est pas qu'une valeur immobilière, ça a aussi une valeur sentimentale. Et ça, il faut pouvoir y travailler collectivement à l'échelle d'un territoire. C'est des projets sur 10 ans, sur 15 ans, donc il faut anticiper. Et là, les pouvoirs publics sont un peu fautifs, il faut quand même le dire. Laurent Nunez fait ce qu'il peut aujourd'hui, mais c'était le ministre de l'Intérieur, c'était la même chose quand Gérald Darmanin, en 2022, était ministre de l'Intérieur. Il focalise uniquement sur le fait que ces incendies sont d'origine humaine aujourd'hui. C'est vrai, ils ont raison, ils sont d'origine humaine, mais en fait, leur origine réelle, la raison pour laquelle ils sont aussi puissants, c'est le réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique, il ne va pas s'arrêter parce qu'on aura mieux protégé une forêt. Donc il faut se préparer à ces événements de manière collective. Vous dites qu'il faut se préparer exactement à ces événements collectifs et aussi parfois aussi tout simplement ne pas construire n'importe où. On l'a vu, on va le voir encore avec notre archive. Alors là, on ne parle pas de feu, mais d'inondation en 2010 à la Faute-sur-Mer en Vendée. La tempête Xynthia qui va détruire de nombreuses habitations avec un lourd bilan, 29 morts. Fallait-il construire des maisons dans une zone inondable ? La question, on l'a vu, arrive toujours trop tard. Entre la dune de l'océan et la digue le long de la rivière Le Lay, des dizaines et des dizaines de pavillons ont été construits sur une zone historiquement inondable, mais pas à ce point. Il y a 2 jours, la digue n'a pas cédé à la Faute-sur-Mer. Elle a été submergée quand la conjonction de la forte tempête et d'une grande marée se sont engouffrés dans l'embouchure de la rivière. Un phénomène certes peu ordinaire, mais comment a-t-on pu construire à cet endroit ? C'est un marais déjà, c'est une zone marécageuse, donc je trouve pas, c'est un petit peu ridicule de construire là-dessus. Maintenant c'est fait, on peut pas revenir en arrière, les maisons sont là, les gens y habitent et y habitaient du moins. En tout cas, la dangerosité de ces zones-là n'avait pas été avérée jusqu'à ce jour. Chacun se croyait à l'abri. Comment a-t-on pu construire ici ? C'est ce qu'on entendait après Xynthia en Vendée. Est-ce que, Franck Lerzin, c'est la question qu'on doit se poser aussi aujourd'hui en Gironde, notamment toutes ces constructions en bordure, en lisière de forêt, voire même dans la forêt ? Oui, on a ce cas des zones inondables, on a le cas aussi des bâtiments qui sont près des côtes, avec le recul du trait de côte, on a les cas des maisons qui sont construites en proximité ou en interface très forte avec les forêts, c'est la question du mitage. Et donc on voit avec l'étalement urbain où les maisons finissent par se construire, s'imbriquer dans la forêt. Et on voit que des zones qui historiquement étaient assez protégées, où on pensait pouvoir les protéger, finalement ne le sont plus face au changement climatique, puisque les risques vont être plus extrêmes, plus fréquents. Des feux qui revenaient tous les 30 ans, 40 ans vont revenir tous les 10 ans. Des inondations qui étaient tous les 100 ans viennent tous les 10 ans, tous les 3 ans. Donc on a une accélération du rythme, un élargissement des zones de risque, et donc finalement des zones où on se dit qu'on sera à un moment donné plus capable de les adapter, et peut-être qu'elles deviendront inhabitables, et qu'il faudra assumer de pouvoir reloger ou de pouvoir, en tout cas, arrêter l'étalement urbain dans les conditions actuelles. Et comme on a un peu eu d'ailleurs lors des inondations de la Somme, on se souvient en février 2025, ça, des gens étaient obligés de quitter leur maison. Pauline Villain-Carlotti, est-ce qu'il faudrait, on comprend finalement cette idée de zone inondable, de ne pas construire dessus, c'est un concept qu'on arrive à saisir. Est-ce qu'il faudrait finalement faire la même chose sur des zones, je prends exprès le terme, incendiaires, des forêts en fait, parce qu'on a l'impression qu'on peut
eh bien, construire sa maison à côté d'une zone forestière sans problème. Oui, mais la différence, c'est que, par exemple, en France, nous avons plus de 11 000 plans de prévention du risque d'inondation. Quand pour le risque d'incendie de forêt, on en a 286 pour 7000 communes exposées. Pourquoi ? Parce que c'est pas pris au sérieux ? Parce que l'incendie de forêt est un impensé de l'urbanisme. Déjà, la foresta, c'est l'en dehors de l'espace urbanisé au sens de habiter, mais au sens aussi de civiliser. C'est vraiment l'en dehors de la civilisation, le repère des parias, des bandits, si vous voulez. Donc aujourd'hui, le risque d'incendie de forêt, il est géré principalement par le code forestier. Il n'est pas du tout intégré à l'urbanisme, d'où un déficit de prévention et de planification. Et aujourd'hui, des situations qu'on voit avec la multiplication des interfaces habitat-forêt qu'on a laissé proliférer pendant des années, parce qu'elles sont très recherchées pour leurs aménités paysagères notamment, et qu'elles n'ont jamais été encadrées. Donc il y a combien de plans, en fait, incendie ? De plans de prévention des risques d'incendie, il y en a 286 en France. 286, d'accord. Pour 7000 communes exposées. Donc c'est vraiment très faible. C'est très très faible, et il y a vraiment un hiatus entre le risque d'inondation et le risque d'incendie de forêt. Et donc maintenant, aujourd'hui, il faut vraiment changer de paradigme, penser à prévenir, anticiper, et pas simplement être toujours dans le sauver ou périr. C'est ça, On entend qu'il y a des endroits qui sont sans doute plus habitables. Est-ce que finalement le habiter autrement peut devenir aussi un privilège ? C'est-à-dire ceux qui ont l'argent, qui vont pouvoir aller habiter dans les endroits, protéger leur maison ou partir, et puis ceux qui vont subir, Nabil Wakim. Ça, c'est un des risques que pose le changement climatique, c'est qu'il est profondément inégalitaire dans la manière dont les uns et les autres sont touchés. On l'a vu avec la canicule. Quand on a la clim chez soi, la clim dans sa voiture et la clim au bureau, on vit la canicule d'une manière très différente que si on n'a jamais accès à de la climatisation ou à des endroits de fraîcheur dans une ville très dense, par exemple. Donc oui, évidemment, ça, c'est les problèmes qui vont se poser, y compris pour les assurances. Qui va rembourser pour un certain nombre ? Alors aujourd'hui, les assurances disent évidemment, bien sûr, on aura des réponses à apporter aux gens dont les maisons sont détruites, mais quand ces dommages vont devenir de plus en plus importants et de plus en plus récurrents, il faudra aussi se poser la question collectivement de savoir comment on fait. Et si on veut savoir comment on fait, quand même, il faut quand même dire une chose, c'est-à-dire d'abord ce qui compte pour s'adapter au changement climatique, c'est de lutter contre le changement climatique. Il ne faut pas oublier ça. Ouais. C'est-à-dire que d'abord, il faut utiliser moins de charbon, moins de gaz, moins de pétrole, parce que si on continue sur la trajectoire sur laquelle on est, aujourd'hui la France, elle est réchauffée de 1,4 degré. Quand elle est réchauffée de 3 degrés en moyenne, ça veut dire que des incendies comme cela, pardon, mais en fait, c'est des incendies d'un été moyen ou d'un été froid. Donc il faut mesurer le fait que il faut à la fois s'adapter, bien sûr, se protéger des incendies, des canicules, mais il faut dans le même temps continuer, et c'est très important de le faire, à baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Sinon, tout ça ne servira à pas grand-chose. Rapidement, Franck Hirzin, quand le président de la République dit qu'il faut reconstruire au même endroit, quel message ça envoie ? C'est probablement qu'il ne faut pas reconstruire exactement à l'identique, puisqu'on a besoin des forêts, parce que c'est des puits de carbone, donc c'est très important d'avoir des forêts qui soient en bonne santé et bien gérées. On a besoin de villes aussi qui soient rafraîchies, qui soient aménagées, mais c'est le fait que les deux soient l'une avec l'autre qui pose problème aujourd'hui, donc sans doute qu'il faut mieux les dissocier, et donc ça veut dire effectivement construire différemment de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est entendu. Merci beaucoup, en tout cas, à vous trois d'être venus nous éclairer sur ce sujet, d'être venus en débattre sur le plateau de 28 minutes. À suivre, les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa. Nous découvrirons, alors c'est autre chose, une autre ambiance, une nouvelle tendance, la grandma tourisme, ou comment la jeune génération aime voyager à la rencontre des grands-mères. Alors oui, les soirées en boîte sont un peu différentes. Avant de nous demander, mais comment ça marche la découverte d'une nouvelle espèce animale ? Mais avant ça, retrouvons Victor de Quiver, qui est à la culture générale, ce que la chips est à la persuasion. C'est impossible de s'arrêter, en fait. Ce soir, vous dînerez moins bête, un corps nu mérite-t-il la prison ? Un corps nu mérite-t-il la prison ? La question vous paraît farfelue, et pourtant. Tout commence en 1810. Napoléon fait voter le code pénal. La Révolution a aboli les péchés contre Dieu. Fini la morale religieuse dans le droit. Sauf qu'un article va poser problème pendant presque 2 siècles. L'article 330. Il crée le délit d'outrage public à la pudeur. Ce délit n'a pas de victime. Il offense la société. Une chose abstraite. Et le délire va loin. On peut être condamné même sans témoin direct. Il suffit qu'une fenêtre soit ouverte, qu'un voisin aurait pu voir un corps nu. Le simple risque d'être aperçu suffit. Mais pourquoi en 1810 et pas avant ? Parce que la ville change tout. Avec la révolution industrielle, les gens s'entassent dans ces villes, les fenêtres donnent sur les cours, les rues sont étroites, ce qui était invisible à la campagne devient soudainement visible de partout. Et oui,
car jusqu'alors, les hommes se baignaient nus. Mais avec le code pénal de 1810, des arrêtés municipaux fleurissent dans toute la France. À Orléans, le port du caleçon devient obligatoire sur les bords de la Loire. En 1894, une jeune fille de 17 ans est lourdement condamnée pour avoir laissé apercevoir ses mollets en descendant de bicyclette. Cachez ce mollet que je ne saurais voir. Les ligues de vertu ont un pouvoir énorme. Petite bourgeoisie, droite catholique, elles militent pour la morale publique et elles obtiennent des condamnations. Entre 1810 et 1994, les historiens estiment que 400 000 personnes sont condamnées pour ce délit en France. C'est l'équivalent de la population de Lyon. En 1964, encore sur la Croisette à Cannes, une jeune femme joue au ping-pong, seins nus. Condamnée, relaxée en appel, puis recondamnée par la Cour de cassation. Un sein nu, c'est la prison. Il faut attendre 1994 pour que ça change. Le délit d'outrage public à la pudeur disparaît, remplacé par l'exhibition sexuelle. La différence est là, on ne juge plus le corps nu, on juge l'intention de choquer. Voilà, vous vous baignerez moins bête. Merci pour ce bon conseil et ce dîner, encore une nouvelle fois, Victor Dequiver. Allez, il est temps de les retrouver, Marjorie Adelson et Théophile Cossa pour les chroniques de fin d'émission. On commence avec vous, Marjorie, et on va parler de cette nouvelle tendance touristique qui fait fureur dans cette fameuse Gen Z. Oui, fini les escapades en amoureux, terminé les vacances entre potes. Désormais, les jeunes font du grandma tourism, autrement dit du tourisme auprès d'une grand-mère. Une grand-mère qui n'est pas la leur, je précise. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Écoutez bien, il s'agit d'une mamie qui, contre rémunération, joue les guides touristiques. Au Japon, par exemple, vous pouvez en louer une pour une journée et donc partager son quotidien. Elle peut vous faire découvrir la ville, je vois que ça vous plaît, vous emmener dans les marchés locaux, vous pouvez cuisiner en sa compagnie ou déguster des spécialités locales. D'ailleurs, ce qui cartonne le plus, justement, ce sont les activités culinaires. Oui. Jean-Mathieu, vous aimez les pâtes, je crois. J'adore ça, oui. Eh bien, qu'est-ce que vous diriez si je vous emmenais à Rome faire des pâtes avec une nonna italienne ? Oui, alors, ça dépend à quelle heure, mais oui. Il y a un prix. Je pensais que vous allez me dire à quel prix. Il faut compter 80 €. Alors, ce genre d'activité voit ses demandes exploser, parce que chaque endroit a ses spécificités. Vous voyez la grand-mère derrière, là, qui apprend à une jeune femme. Alors, en France, par exemple, ce sont les pâtisseries de grand-mère. Vous n'apprendrez donc pas à réaliser une chic tarte au citron meringué, mais plutôt un 4/4 bien consistant, et oui, qui sera meilleur. Les jeunes viennent pour les recettes, mais aussi pour les histoires que ces personnes âgées ont à la raconter. Alors pourquoi ça marche autant ? Eh bien parce que depuis des années déjà, il y a une tendance des grands-mères qui cartonnent sur les réseaux sociaux, la couture, les remèdes, la cuisine. Donc là, si vous voulez, c'est une sorte de prolongement logique. À cela s'ajoute une sorte de fascination pour les histoires intergénérationnelles. Vous connaissez peut-être le compte TikTok Mel et Fernande. Il s'agit d'une jeune femme, vous la voyez, qui partage des moments de complicité avec sa grand-mère, le tout devant plus d'1 million de followers. Ou encore ce jeune homme qui est parti faire un tour du monde avec sa grand-mère qui a plus de 90 ans et qui fascine Internet. Et des histoires comme ça, il y en a plein. Parce que derrière, on retrouve surtout cette idée de refuge, d'authenticité, de transmission dans un monde qui va extrêmement vite. Et puis ce grandma tourisme, c'est peut-être aussi la rencontre de deux solitudes, celle des seniors parfois isolés et celle d'une génération hyper connectée mais qui est parfois en manque de liens réels. Alors il y a une question quand même qui se pose, parce que dans un monde où les pensions de retraite se rétrécissent et où certaines personnes âgées sont obligées de travailler, est-on réellement dans une revalorisation de nos aînés ou une forme d'ubérisation de la transmission ? Car il fut une époque où passer du temps avec une personne âgée, c'était gratuit et on appelait ça le dimanche. Et oui, c'était un peu long parfois. Parfois, aussi, ça dépendait de vos grands-parents. Quoi. Merci beaucoup, Marjorie. Allez, Théophile, avec vous. Ce soir, vous nous emmenez en République démocratique du Congo, où des scientifiques viennent de découvrir une nouvelle espèce de singe, jusqu'ici inconnue. Alors, c'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours. Justement, la découverte de nouvelles espèces animales, comment ça marche ? Je vous présente le Colobus congoensis, plus communément appelé Likweli. C'est son petit nom local. Il est marrant, on a l'impression qu'il a mis les doigts dans la prise. Environ 1,20 m, 7 kg découverts au cœur du parc national de la Lomami, une forêt tropicale qui abrite une biodiversité absolument dingue. Regardez comme c'est beau. Alors comment est-ce qu'on l'a trouvé, ce Likweli ? L'histoire commence en 2008 quand des chercheurs photographient un peu par hasard un singe qu'ils ne reconnaissent pas. L'image est floue. 10 ans plus tard, rebelote, nouvelle photo, cette fois bien plus nette, qui va lancer les recherches actives. Une équipe internationale de scientifiques se met sur le coup, des Congolais, des Américains, des Allemands.
entre 2018 et 2022, ils vont sillonner un territoire de 1700 km² enfermé entre les fleuves Lomami et Congo, car ce singe ne se trouve que dans ce coin à cause des fleuves. Il n'a pas pu s'étendre ailleurs. Et alors, certes, le territoire est tout petit pour des colobes, c'est la famille de singes à laquelle il appartient, mais très grand pour des hommes. Imaginez chercher un singe super timide dans une jungle qui fait à peu près 2 fois la métropole du Grand Paris. Facile. Voilà. Les scientifiques ont tout de même réalisé 114 observations en 4 ans, comme des flics qui sont allés interroger les villages aux alentours. Sur 52, seulement 8 ont reconnu l'animal, c'est dire sa discrétion. Puis ils ont fait alors des analyses anatomiques, génétiques sur 3 spécimens confisqués à des chasseurs. Ils ont comparé les squelettes, les dents, l'ADN et les analyses vocales. Ils ont enregistré le cri du Likweli pour le comparer à d'autres singes. Regardez. Là, il est en train de dire 20h05, rendez-vous 20h05 sur Arte. Je crois qu'on l'avait compris en fait aussi. Pas de doute, il est unique. Ah ben voilà, il est unique, mais surtout en danger aussi. Oui, absolument. On estime qu'il pourrait y en avoir entre 700 et 1200, peut-être moins menacés par la chasse, le réchauffement climatique. Les chercheurs proposent de le classer espèce en danger. Comme dit l'une des membres de l'équipe, cette découverte est à la fois un triomphe scientifique et un rappel que certaines des créatures les plus rares de la Terre pourraient disparaître avant même que le monde ne sache qu'elles existent. Et on découvre beaucoup de nouvelles espèces comme ça? Alors, des singes, non. Les nouveaux primates, seulement 5 ont été découverts en Afrique en 75 ans. Mais d'autres espèces animales, oui. Alors, plus de 10 000 par an en moyenne entre 2015 et 2020. En immense majorité des insectes, mais aussi des espèces marines, à mesure qu'on explore les abysses. Comme quoi, même en 2026, on a encore beaucoup de choses à découvrir et à apprendre sur cette planète. Voilà, et on le découvre tous les soirs, en tout cas, grâce à vous. Merci beaucoup, merci mes amis. À suivre sur Arte, votre série animée Putain de chat, puis le magnifique Duel au soleil de King Vidor avec Gregory Peck et Jennifer Jones, quand le western explose d'érotisme et de coups de feu aussi, je vous rassure. Nous, on se retrouve bien sûr demain pour un nouveau numéro de 28 minutes. Tchuss.